plus d'espace pour les débats parlementaires, plus de temps pour les analyses et les décryptages, plus de rendez-vous citoyens. La chaîne parlementaire Assemblée nationale vous donne rendez-vous 24 heures sur 24. Disponible sur lcpan.fr ainsi que sur les réseaux Free, Orange, Bouygues Télécom et la 9box de SFR. Votre programme sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Pourquoi le crime organisé se féminise-t-il de plus en plus? Gros plan dans ces paroles du Monde sur ces femmes qui prennent le pouvoir au sein de la mafia. Bonsoir à tous, vos rendez-vous à suivre sur Public Sénat le 18h dans quelques secondes et parmi nos invités l'académicien Jean-Marie Rouard pour qui le débat sur l'identité nationale tourne au vinaigre. Au sommaire également un débat sur le trafic des joueurs de football recrutés en Afrique par des intermédiaires véreux. Le dossier rebondit. À 18h30, Europe Hebdo, la sécurité des jouets, souci de l'Union, avec Katia Guilder et François Baudonnet. À 19h, Parole du Monde, Caroline Delage traitera d'un tout autre sujet, les femmes dans la mafia. Tout de suite, le journal. Le 18h, toute l'actualité politique de ce jeudi 17 décembre. Voici les titres. Mauvais climat pour le climat. Les dirigeants de la planète arrivent à Copenhague pour sortir de l'impasse. Dès son arrivée, Nicolas Sarkozy répète que l'échec est interdit. Il retrouve son allié, le président Lula du Brésil. Des extraits en direct de leur conférence de presse dès qu'elle commencera dans cette édition. Inscrire la Suisse sur la liste des paradis fiscaux, c'est les représailles réclamées aujourd'hui par les sénateurs après le refus de Berne de ratifier la convention d'échange d'informations fiscales. Eric Woerth temporise. Pas encore de réaction de la direction du PS au simple rappel à la loi préconisé par le parquet contre Julien Drey. Réaction dans ce journal du sénateur de Paris, David Assouline. Il sera avec nous. Pas un seul d'entre nous ne s'en sortira s'il n'est pas à la hauteur de l'enjeu auquel on fait face. Nicolas Sarkozy tonne dès son arrivée dans la capitale danoise. Avertissement adressé à ses homologues du monde entier. Nous l'écoutons. L'échec de Copenhague serait catastrophique pour chacun d'entre nous. Quelles que soient nos positions de départ, l'échec nous est absolument interdit. Tous, nous aurions des comptes à rendre devant l'opinion publique mondiale et devant nos opinions publiques. Les scientifiques nous ont dit ce qu'il fallait faire et nous ont dit que nous étions la dernière génération à pouvoir le faire. Alors que tous les chefs d'État et de gouvernement déclarent les uns après les autres que les négociations risquent d'échouer dans les 24 heures, l'Union européenne demande à l'instant une réunion extraordinaire ce soir à Copenhague pour tenter de sortir donc les négociations de l'impasse. Les sénateurs de la Commission des finances n'apprécient pas le refus de la Suisse de ratifier la convention sur l'échange d'informations en cas de fraude fiscale, riposte de Berne hier après le vol de données à la banque HSBC, transmise depuis à Bercy. Ils réclament donc l'inscription de la Suisse sur la liste noire des paradis fiscaux. Écoutez le coup de colère de Michel Charasse, ancien ministre du Budget. L'État, parce qu'on est trop laxiste avec les fraudeurs. Et le deuxième jour, passe son temps à engueuler l'État et le gouvernement, parce que il faut pas poursuivre la fraude quand ça résulte de listes arrivées dans des conditions anormales. C'est scandaleux. Quant aux Suisses qui retournent sur la liste noire, dans le fond, c'est ce qui leur convient le mieux. Voilà, Michel Charasse donc, qui apporte son soutien à Eric Woerth, alors que nous sommes en ligne maintenant
avec Corinne Lepage qui se trouve à Copenhague, présidente de CAP 21. Bonsoir. Donc on entend les chefs d'État, Nicolas Sarkozy le premier, donc dramatiser l'enjeu des heures qui viennent. Est-ce que véritablement le sommet, selon vous, l'accord peut être sauvé? Écoutez, ce soir il y a un tout petit espoir. Il est léger, mais il existe, ce qui n'était pas le cas ce matin. Et cet espoir, il est né après la déclaration d'Hillary Clinton, qui a proposé 100 milliards de dollars de manière sûre pour le Sud en 2020. À partir de là, effectivement, les pays du Sud, si on arrive à mettre ça dans un accord qui ne sera pas encore contraignant, mais un accord politique qui débouchera sur un traité contraignant, pourrait revoir leur position et cela pourrait entraîner effectivement un accord. Alors ce sera un accord à minima, hein, mais il pourrait y avoir un accord, ce qui paraissait extrêmement difficile ce matin. Il ne faut pas être trop optimiste, mais il y a peut-être quelque chose qui est possible. Mais vous parlez d'un accord à minima après l'intervention américaine. On attend également l'intervention chinoise. Là, il y a des propos assez dramatiques de la part des dirigeants. L'objectif, il faut le rappeler, c'est de faire baisser la température mondiale de 2 degrés. C'est cela l'enjeu. Non, c'est pas de faire baisser la température mondiale de 2 degrés. C'est d'éviter qu'elle ne monte plus que de 2 degrés. Est-ce qu'on peut y arriver avec cet accord à minima que vous voyez? Non, très franchement non, certainement pas, parce qu'il faudrait pour cela que la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les pays du Nord soit en 2020 comprise entre 25 et 40%, et on en est très loin, et il faudrait que l'effort consenti par les pays du Sud par rapport à ce qui serait passé s'ils n'avaient rien fait, soit au moins de 30%. Donc on en est très très loin. Donc de toute façon, on n'est pas dans les corps. Mais est-ce qu'on va être capable déjà de faire quelque chose? On apprend l'humilité ici. Hein. Malheureusement, on est très très loin de la réalité des enjeux dans les propositions qui sont sur la table. Très bien, merci. Donc à suivre au cours des heures qui viennent. Et puis je vous le rappelle, on retrouvera le chef de l'État français puisqu'il doit tenir dans les minutes qui viennent une conférence de presse avec son allié, le président brésilien Lula. Le président du Sénat a prévenu récemment Nicolas Sarkozy qu'il n'y avait pas de majorité au Palais du Luxembourg pour approuver le mode de scrutin des futurs conseillers territoriaux. Le texte ne devrait pas arriver avant 2011, ce qui donne le temps d'éviter de s'étriper immédiatement, a déclaré aujourd'hui Gérard Larcher devant l'Association des journalistes parlementaires. Le scrutin uninominal à un tour est très largement dénoncé, vous le savez, à gauche comme à droite. Attaque violente aujourd'hui contre Nicolas Sarkozy des familles des victimes de l'attentat de Karachi en 2002. L'avocat Olivier Maurice l'accuse d'être au cœur d'une corruption qui aurait permis de financer la campagne présidentielle d'Édouard Balladur. L'Élysée dénonce une diffamation. Renault a été condamné pour faute inexcusable après le suicide d'un de ses ingénieurs du technocentre de Guyancourt. Sa famille dénonçait le stress professionnel imposé par le constructeur. Coup dur aujourd'hui pour le MEDEF, l'association des industries agroalimentaires, a décidé de quitter l'organisation patronale, jugeant le montant des cotisations trop élevé. Enfin, noté dans l'actualité, Silvio Berlusconi, il a quitté l'hôpital de Milan où il se trouvait depuis son agression dimanche. Il a lancé aussitôt un appel au dialogue, mais dès sa sortie, il s'est rendu chez son dentiste pour une intervention de plus de 3 heures. La suite du 18h. Oui ou non, faut-il suspendre le débat sur l'identité nationale? L'avis de l'écrivain Jean-Marie Roire. Jean-Marie Roire, bonsoir. Bonsoir. Alors dans le Devoir d'insolence, votre chronique de Paris Match, vous avez très tôt dénoncé les risques du débat sur l'identité nationale et vous enfoncez le clou, on peut le dire, dans le numéro de cette semaine, le clou sur la tête d'Éric Besson. Votre préoccupation, c'est plus le ministre de l'Immigration ou le débat en lui-même sur l'identité nationale? Non, d'abord, je trouve le débat a été absolument passionnant. Je trouve que c'était une bonne idée. Et je l'avais d'ailleurs écrit il y a un mois et demi, au moment où il a été lancé. Il fallait le cadrer. Et il fallait le cadrer intellectuellement, parce que le risque, c'était d'ouvrir, comme on dit, la boîte de Pandore, que ça parte dans tous les sens, que chacun ne voit que midi à sa porte, parce que nous sommes dans un pays compliqué. Et je crois que les hommes politiques le savent, tout le monde le sait. Nous sommes un pays contradictoire, un pays où il y a une tendance, justement, à la division cellulaire, où les Français ont tendance à être chaque individu à tout ramener à lui-même. Et en même temps, il y a un autre mouvement de la France, des Français, qui est une vision universelle.
une vision finalement très large. Ça dépend, on oscille entre les deux. Donc, le risque, c'était bien entendu que chacun tire la couverture à soi et ne voit que le petit bout de la lorgnette. C'est ce qui est en train de se passer, faute d'un cadrage. Et faute, à mon avis, ce débat aurait dû être lancé par le président de la République. C'était lui, d'ailleurs. Ministre, vous avez des mots durs pour lui, pour Éric Besson. Bon, il est accusé de trahison, bien sûr, par ses anciens amis du Parti Socialiste, mais vous écrivez dans Paris Match qu'il n'a pas le profil ni politique ni intellectuel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il faut être académicien pour lancer ce débat sur l'identité nationale, Jean-Marie Roire? Non, je trouvais qu'il était assez faible dans son argumentation, dans ce mélange des genres et dans lancer ce débat dans les préfectures. Je crois qu'il aurait pu quand même demander à des hommes qui, comme Lévi-Strauss, c'est pas parce que c'est un académicien, c'est quand même, je ne suis pas moi non plus en train de voir uniquement, il n'y a pas que l'académie, mais il y a quand même, la France est assez riche en intellectuels, encore constitués. Comment est-ce que vous auriez posé la question? Alors, moi je l'aurais posé justement aux corps constitués et aux intellectuels, et pourquoi pas l'académie, leur dire, voilà, pour voir comment intellectuellement on concevait ce débat. Parce qu'il fallait partir du haut. Sinon, on va dire, la France sur les fromages, la France, c'est un certain nombre de préoccupations qui sont matérielles, prosaïques. Non, je pense il fallait finalement arriver, je crois que c'était ça, en fait, le but. C'était de montrer à un moment où la France est contestée, et d'ailleurs c'est la phrase de Besson que je lui reproche, il dit la France cultive l'entre-soi. Mais c'est une phrase idiote. Parce que c'est qu'il n'a pas réfléchi sur ce qu'est la France. Il n'a pas vu ce que c'était que le père de Foucault, les moines de Tibérine, Alain Gerbaud, Gauguin, enfin, tous ces Français qui sont partis aux quatre coins du monde, enfin, qui ont existé, qui sont passionnés pour les cultures en Asie, en Extrême-Orient, en Chine. Ce qui pose débat aujourd'hui, ce sont moins les Français qui partent à l'étranger que les étrangers qui viennent en France. Jean-Marie Roire, et vous ne faites pas de commentaires sur l'amalgame dénoncé par certains entre identité nationale et immigration? Eh bien, c'est dommage. C'est dommage parce que, disons, il faut d'abord savoir qui on est avant de poser le problème de l'immigration. Et je crois que si les Français, notamment, ont des doutes sur le problème de l'Europe, d'abord, je crois que c'est la première question que les Français se posent. Parce que il y a une vieille tradition de la mission française. On est obligé de revenir aux racines, à l'histoire. Aujourd'hui, on voudrait évacuer l'histoire. On voudrait croire qu'un pays, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Michelet, c'est une personne. Et cette personne, elle a des racines, elle a un passé. Il faut voir que les Français ont toujours eu cette conception d'une mission qu'ils avaient vis-à-vis du monde. Or, aujourd'hui, quand vous parlez de racines, on pense aux racines chrétiennes qui ont été évoquées notamment par le chef de l'État dans sa récente tribune du Monde. Vous y faites allusion là. Et pas seulement les racines chrétiennes, il y a les racines républicaines, il y a énormément je pense qu'il y a un passé de la France et ce passé il y a une continuité. Et ce qu'il s'agissait de trouver aujourd'hui, justement, c'est de montrer, et ça pouvait être aussi à l'usage des gens qui viennent en France, montrer l'universalisme français. Voir à quel point la France n'était pas un pays étriqué, justement, qui était tourné vers lui-même et qui avait toujours été tourné vers les autres. Alors Jean-Marie Roire, je vous propose de regarder ce reportage à Montreuil. Vous pourrez réagir ensuite. Pierre Bonde-Joseph est allé à la rencontre de personnes vivant en France, parfois depuis de très longues années, sans avoir la nationalité. Des dossiers de naturalisation, cet écrivain public de Montreuil a l'habitude d'en monter. À chaque fois, les mêmes histoires de vie précaire, faute de nationalité. Ibrahima Traoré est en France depuis 35 ans et il a décidé de demander sa naturalisation. Toute la vie, c'est ici, on travaille ici. Là, en Afrique, il ne connaît pas bien là-bas. Il ne maîtrise pas vraiment la langue française, donc c'est très difficile que son dossier aboutisse finalement. C'est vrai qu'il a travaillé depuis qu'il est là, mais le fait de ne pas maîtriser la langue française, je suis sûr presque à 100% que son dossier va être ajourné, au moins pour 2 ans. Certains hésitent à faire une démarche compliquée, de peur de se voir opposer un refus et d'enclencher une mesure de reconduite à la frontière. Pourtant, cet homme se sent totalement français. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que je sais que si on me refuse, ça va me faire mal. Les impôts, je paye, comme les autres. Et je vais avoir les mêmes droits que les Français. L'hymne national, ils ne la connaissent pas, la langue est parfois mal maîtrisée. Cela ne les a pas empêchés de travailler depuis très longtemps sur le sol français.
Voilà, ils défendent une autre conception de l'identité française. Non, vous savez, la France a eu des combattants pendant la guerre de 14 qui parlaient très mal le français, ça ne les a pas empêchés d'être des formidables combattants et d'être français. Non, il ne faudrait pas. Alors, bien sûr, aujourd'hui, on est dans la bataille des critères. Alors, on a des critères parce qu'on n'a pas posé le problème de l'immigration. On ne sait pas. C'est à la tête du client. C'est invraisemblable ce qui se passe en ce moment pour savoir quelles sont les conditions de la régularisation. Moi, il me semble que c'est au problème européen que ça doit se décider. Et on l'a bien vu, il y a eu déjà des charters européens, mais ce sont des décisions qui doivent se prendre maintenant qu'il y a Schengen. Je ne vois pas pourquoi la France aurait, avec toute la complexité du problème français, à décider des critères de l'immigration. Il me semble que ça, c'est une question européenne. Alors Nadine Morano, qui a créé une polémique récemment avec ses propos sur les jeunes musulmans à la casquette à l'envers, s'en est pris tout à l'heure sur notre antenne aux donneurs de leçons. On l'écoute et vous réagirez à nouveau. Parler de la France, eh bien c'est utile. Alors ceux qui souhaitent rabaisser le débat, comme ceux qui souhaitent le caricaturer, eh bien je dis tout simplement qu'ils se trompent et qu'ils ont tort. Voilà, que ce soit certains journalistes mal pensants d'ailleurs, ou certains ceux qui pensent qu'avec un stylo on écrit ce qui s'y passe sans le voir. Je trouve que c'est dommage parce que tous ceux qui ont participé à cette soirée en sont ressortis enchantés. Voilà, Nadine Morano qui faisait référence à sa fameuse soirée où elle a participé à ce débat. Est-ce que vous pouvez confirmer votre titre d'académicien mal pensant, je ne sais pas, Jean-Marie Roire? Est-ce que vous demandez la suspension de ce débat sur l'identité nationale? Non. Après tout ce que vous avez dit? Non, je crois que c'était un débat utile qui prend une dérive qui n'est pas très bonne. Voilà, et je le regrette parce que vraiment, il y avait c'était parti d'ailleurs avec de très bonnes intentions. Je crois que c'est avec de bonnes intentions, avec des intentions politiques, de récupération, mais ça c'est normal, c'est la politique. Et d'ailleurs, si ça avait été lancé par Nicolas Sarkozy, s'il avait fait le discours qu'il a fait dans le Vercors, oui, s'il avait fait dès le début, ça aurait déjà élevé le débat. Le fait qu'il ait choisi un homme qui est contesté, mais qui est contesté. Que vous contestez vous-même, hein. Je crois qu'il est assez contesté, mais c'est pas la question. C'est pas la question. C'est que je crois que le ton qu'il emploie n'est pas le ton qu'il faut pour ce genre de questions. C'est pas un ton subtil, c'est un ton polémique. C'est avec des interdictions. Pourquoi est-ce qu'il a commencé par l'interdiction de la burqa? Ça n'avait rien à voir. Vraiment, il y a des questions plus essentielles qui nous parlent de Romain Gary, qui nous parlent de Ionesco, qui élèvent le débat, au lieu de le ramener à quelque chose qui n'a aucun intérêt avec l'identité nationale, qui n'a aucun rapport, qui était la burqa. David Assouline, une réaction à cette prise de position de Jean-Marie Roire sur le débat sur l'identité nationale et sur Éric Besson? Je rappelle qu'il est très dur pour le ministre dans sa dernière chronique de match. Oui, je crois que vous êtes dans votre rôle d'intellectuel et vous ne voulez pas porter d'accusation plus forte, mais en tous les cas, je ne crois pas que M. Éric Besson et le président de la République sont complètement des innocents. Ils ne se sont pas trompés. Ce qu'ils ont voulu, c'est, à la veille des régionales, ouvrir un débat où la boîte de Pandore, justement, soit là, c'est-à-dire que on a essayé de caresser dans le sens du poil le café du commerce, l'électorat du Front National, et à un moment donné, effectivement, on se rend compte que c'est au ras des pâquerettes, et que un débat sur l'identité de la France, sur quelle France on veut construire, sur quoi on s'appuie dans notre passé, dans nos traditions, bien entendu, en général, est louable et nécessaire. Mais c'était pas ça qui a été voulu, et ce qui se passe, c'est ce qu'ils ont voulu, même si ça se retourne contre eux, parce que les Français ne sont pas si bêtes et ils sont généreux. Allez, maintenant, on reste avec David Assouline et avec Jean-Marie Roire qui va nous accompagner jusqu'à la fin de cette édition. 3 questions à David Assouline sur un tout autre sujet. Julien Drey. Puisqu'on a maintenant la confirmation officielle, le parquet de Paris a infligé un simple rappel à la loi au député de l'Essonne, Julien Drey, qui n'est donc pas renvoyé en correctionnel. D'ores et déjà, plusieurs responsables du PS réclament sa réintégration dans la campagne des régionales. Vous allez nous dire votre sentiment dans un instant, David Assouline, alors que le premier à réagir fut hier soir sur Public Sénat, François Hollande, Sophie Normand. Aujourd'hui, que le rapport du procureur est connu, en tout cas dans une version qui a filtré dans la presse, il vaudrait mieux que Julien Drey reprenne toute sa place dans la vie politique française. Dès hier, l'ex-premier secrétaire du Parti socialiste s'est exprimé sur la question. Ce n'est pas le cas de l'actuelle direction du parti qui est restée très discrète toute la journée. Alors Julien Drey sera-t-il tête de liste dans les scènes régionales? Oui, si l'abandon des poursuites judiciaires est confirmé. Pour Jean-Marie Le Guen, son retour dans la campagne ne laisse pas de place au doute.
Julien Drey a été écarté de toute mise en cause judiciaire et donc il est très légitimement notre candidat aux élections régionales. Le nom de Julien Drey avait été écarté de la liste des candidats. Le PS craignait que ces démêlés avec la justice n'aient des conséquences sur la campagne. Il devrait trancher dès que le député sera officiellement blanchi, vraisemblablement d'ici Noël. Faut-il donc réintégrer Julien Drey dans la campagne des régionales, David Assouline? Je veux d'abord vous dire que cette annonce-là, qui est maintenant officielle, je pense d'abord à l'homme, qui est aussi un ami, et j'imagine le soulagement, parce que cette affaire a éclaté au moment des fêtes l'année dernière. Et je suis très heureux que ces fêtes-là soient des vraies fêtes pour lui, parce que je sais, par des échanges à ce moment-là avec lui, par SMS notamment, qu'il s'est senti bien seul et dépassé. Il a eu des mots très durs pour la direction du Parti socialiste. Il a dit qu'il avait été abandonné, que la direction avait foulé aux pieds la présomption d'innocence. C'est comme ça que vous avez vu les choses vous-même? Je ne veux pas commenter ça. Ce que je sais, c'est ce que lui a enduré, probablement ce que sa femme et ses enfants ont enduré. Je veux penser d'abord à ça. Quand on est pris dans une situation où il y a un lynchage médiatique, par la suite il a repris des forces, et l'ensemble des médias qui avaient été un peu trop loin en besogne ont été condamnés. Je ne vais pas les citer ici. Mais c'est quelque chose dans le monde médiatique d'aujourd'hui sur lequel on devrait réfléchir. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir également, vous parlez de lynchage médiatique, sur la façon dont les informations ont fuité de la part du parquet, alors qu'aujourd'hui on découvre une certaine bienveillance de ce même parquet? Est-ce qu'il n'y a pas là le lieu de s'interroger, plus sur l'attitude de la justice que sur celle des médias? Non, mais moi je veux pas porter d'accusation. Je dis, faisons attention. À partir du moment où, sur des affaires qui mettent en cause personnellement l'honneur et l'engagement, les convictions politiques de quelqu'un qui est un homme public, à partir du moment où on écrit les choses comme si c'était acté, comme si c'était fait. Alors bien sûr, il y a ceux qui font fuiter, qui sont responsables, mais il y a une prudence à avoir parce que ça dépasse tout. C'est-à-dire qu'ensuite, dans la rue, eh bien c'est comme ça qu'on le regarde, c'est comme ça qu'on regarde ou qu'on ne regarde pas les enfants, la famille. C'est quelque chose de très difficile et je veux d'abord penser à ça. Ce réconfort maintenant. Ensuite, bien entendu, les militants socialistes lui ont réservé la place. Et la Convention nationale du Parti socialiste lui a réservé. Donc il n'y a absolument pas de doute à avoir. Il doit être réintégré au poste de lutte et de combat qui est le sien. Et on en a bien besoin, parce que ce qu'on a oublié aussi dans cette histoire, c'est que Julien Drey est un dirigeant politique qui est combatif, pugnace, et qui nous manquait dans ce combat. Et le seul combat qui m'intéresse, celui contre la politique de la droite pour une campagne électorale, on en a bien besoin. Très bien, merci David Assouline. Vous restez avec nous car on va changer de sujet, mais vous êtes un passionné de foot, donc le sujet vous concerne directement. La question des pratiques douteuses dans le recrutement de joueurs étrangers, souvent africains d'ailleurs, rebondit. Le cas Edel, du nom du gardien du PSG, soupçonné d'avoir menti sur son âge, serait loin d'être isolé. Paul Sanfrouche. Procurer de faux papiers pour mentir sur l'âge d'un joueur, une pratique répandue dans le football français. Dernier exemple, la polémique sur l'âge d'un gardien remplaçant du Paris Saint-Germain, Apoula Edel. Ce Camerounais est accusé par un ancien entraîneur de s'être rajeuni de 4 ans afin de rentrer plus facilement dans un club européen. Tollé du côté de Saint-Étienne, après avoir perdu dimanche 3-0 contre le PSG, le club porte plainte. Selon le Parisien, ces falsifications d'état civil existeraient à grande échelle. But de la manœuvre, obtenir plus facilement des papiers pour des joueurs présentés comme mineurs et profiter de leurs années d'avance dans des divisions d'âge inférieures. Un trafic piloté par des agents de joueurs peu scrupuleux et certains clubs peu regardants. Mais ces derniers plaident leur bonne foi, contrôler l'identité de joueurs en provenance de pays étrangers serait trop compliqué. Ultime recours pour eux, en cas de doute, les clubs sont obligés de faire appel à la science en analysant l'ossature ou la dentition de leurs jeunes recrues. Une facette peu reluisante du football qui concernerait l'ensemble des pays européens. Voilà, nous a rejoint Jean-Claude Voumine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Foot Solidaire et vous êtes un ancien joueur de l'équipe du Cameroun. Est-ce que ces pratiques, vous les connaissiez déjà, notamment cette façon de se présenter sous des états civils falsifiés? Écoutez, depuis 10 ans, c'est un phénomène qu'on essaye de dénoncer. C'est un contexte général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football fait rêver en Afrique les familles et il y a des gens qui profitent de ce rêve-là, justement, pour exploiter.
Et évidemment, la question de la falsification d'âge et d'identité est tellement banale aujourd'hui. Pour moi, c'est pas une surprise. Quand je dis dans Le Parisien, c'est quelque chose qu'on côtoie au quotidien. Et il faut simplement dire que les familles et les enfants sont manipulés par les agents de joueurs qui veulent absolument avoir une espèce de plus-value sur le gamin. Donc, un gamin qui a 23 ans, on lui donnera facilement 17 ans pour qu'il puisse avoir... Ce sont pas les gamins eux-mêmes qui trafiquent un peu la rage. Généralement, non. Ce sont les témoignages qu'on lit aussi beaucoup. Généralement, non. Ça, je pense ils que veulent ça, faire leur place dans leur équipe et dominer un peu leurs camarades par leur carrure. C'est toujours les agents de joueurs. Parce que un agent qui se promène dans un terrain vague à Bamako et qui constate qu'un gamin est super doué, qu'est-ce qu'il va faire? Il se renseigne sur l'âge. Alors voilà, il a 2 ans de plus. Non, on essaye d'arranger pour que le gamin ait l'âge qui peut faire en sorte qu'il ait une marge de progression en arrivant en Europe. Non, c'est ça le problème. Il faut dire qu'en Europe, en Afrique, un gamin à 18 ans n'a pas le même potentiel. Il n'est pas prêt tactiquement, physiquement, parfois, pour rivaliser avec ses alter-ego européens. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On gagne 2 ans. Et c'est une pratique courante, malheureusement, qui ne sert pas le football. David Assouline, vous connaissiez ces pratiques? Oui, je les supposais, je les connais pas directement. L'argent qui est en cause fait dégénérer tout et rend plus grave l'ensemble. Mais moi, quand j'étais gamin et je jouais au football, je savais que il pouvait y avoir, y compris dans le football très amateur et des enfants, des gamins avec lesquels je jouais en championnat et qui me semblaient un peu plus matures que moi. Oui. Mais c'est pas donc, nouveau. Vous voyez, donc mais pourquoi? Et prenons les choses à la racine. Il faut absolument et on en avait parlé à l'époque sur les lois, sur l'immigration, etc. Il faut qu'il y ait un état civil dans ces pays. Ça fait partie de la démocratie, ça fait partie de... Il faut absolument, et je sais que... On peut acheter des papiers pour quelques dizaines d'euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a des états civils, monsieur le député. Non, mais... il y a des états civils très organisés, mais le phénomène aujourd'hui, c'est quoi? C'est que dans les villages reculés, pour 10 000 euros, il y a une question aujourd'hui de développement. C'est-à-dire qu'entre le Nord et le Sud, il y a quand même des disparités qui font que les gens sont prêts à tout pour réussir. Et on a des exemples de Didier Drogba, Samuel Eto'o qui font rêver, et ils sont annoncés. Alors ça, ce sont les réussites qu'on connaît tous. Je vais faire une mise au point, parce que bien sûr qu'il y a des états civils. Je pense qu'il faut renforcer. D'ailleurs, c'est dans la coopération, etc. Il faut renforcer cet aspect, puis justement parce que c'est assez compliqué dans des pays qui ont moins de moyens que nous, avec des villages reculés, etc. Donc c'est pas une accusation que je porte, c'est beaucoup plus comme quelque chose qu'il faut dans le cadre du développement. Mais très franchement, on le prend par ce bout-là. Mais c'est pas ça qui est de plus en plus contestable. C'est l'ensemble de la façon dont le football professionnel dégénère avec des masses d'argent qui ne veulent plus rien dire. Il faut faire attention. Non, mais on s'attache au recrutement notamment en Afrique. Mais c'est lié, monsieur vous le dit, à partir du moment où on peut, avec 10 000 euros, acheter des choses, etc., qu'il y a de tels enjeux derrière financiers, eh bien des choses comme ça sont possibles. Alors la conséquence quand même, et c'est ce que vous dénoncez avec votre association Foot Solidaire, c'est que des milliers de mineurs se retrouvent abandonnés. Et vous parlez d'un véritable trafic de mineurs. Mais écoutez, il y a déjà un trafic d'une part, un trait d'êtres humains, d'enfants, de mineurs d'une part, et puis également un trafic un peu plus institutionnalisé par certains acteurs. J'ai un exemple avec l'Académie Asper du Qatar qui est encensée par de hautes personnalités du football mondial, mais qui a organisé en 2007 un trafic de 500 000 gamins de 10 à 12 ans dans 7 pays africains et personne n'a rien dit. Donc aujourd'hui, il y a une dérive qui fait que c'est un contexte général. Et cette question d'âge n'est qu'un des aspects de cette... Et alors, Foot Solidaire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on préconise? Moi, je tiens déjà à féliciter l'État français parce que la secrétaire d'État au sport, Madame Ramayad, a été la première. Je pense que l'État français est le premier en Europe depuis 2007 et le rapport du député européen Ivo Belet qui, sur l'avenir du football en Europe. On avait fait des préconisations qui étaient quoi? Déjà, responsabiliser les acteurs avec une espèce de charte, créer un fonds sportif, une espèce de fonds pour les projets de prévention, et ensuite modifier les règlements. La FIFA a bien suivi, parce que... vous dénoncez les intermédiaires véreux. Est-ce que c'est tout le système, comme dit David Assouline, qui est véreux? Pas du tout, pas du tout. Faut pas faire d'amalgame. Les fédérations... Pas du tout. Faut pas faire d'amalgame, déjà. On n'arrête pas de parler à ma place. Je ne dis pas que tout le système est véreux. Le système est véreux. Non, je ne dis pas tout le système est véreux. Je dis que il y a de telles sommes d'argent
en ce moment. Et on peut le comprendre. Je suis un passionné de foot. Oui. Hein, j'aime voir du beau spectacle. Je n'aime pas qu'on abîme mes vedettes parce que je veux qu'elles continuent à me faire rêver. Mais quand même, à un moment donné, quand il y a autant d'argent en cause, les dérives, trafic d'enfants, etc., sont là. Donc il faut, pour qu'on continue à aimer ce sport, une moralisation générale. Je ne dis pas que tout le système est pourri, je dis qu'il y a des moralisation, vous êtes tous d'accord. Merci messieurs, on va tout de suite écouter Nicolas Sarkozy. Je vous avais promis la conférence de presse en direct avec le président Lula. Nous vous disons tous les deux que nous souhaitons, que nous demandons une réunion de travail après le dîner à 22h30, qu'à cette réunion de travail soient présents les principaux pays intéressés par la négociation de chaque région du monde, que dans cette réunion de travail, le Brésil et la France, nous ferons des propositions qui tiendront compte du travail qui a été déjà réalisé, notamment par M. Koutajar et par John Ash. Il ne s'agit pas pour nous de remplacer ce qui a été fait, mais de proposer un chapeau politique avec des principes politiques. Nous réservons d'ailleurs le contenu de ces principes pour la réunion de travail. Et en vérité, ce que nous voulons, le président Lula et moi, c'est que la conférence de Copenhague soit un succès. Et pour qu'elle soit un succès, il faut passer à la vitesse supérieure maintenant. Il n'est pas question dans notre esprit d'attendre tranquillement que recommence la session de demain sans qu'on mette à profit cette nuit pour travailler en détail. S'agissant du fond, le Brésil et la France ont déjà eu l'occasion de publier un texte qui est pour nous la base de travail. Simplement, ce que nous tenons à préciser, c'est que nous ne voulons pas retirer et le protocole de Kyoto et le texte de M. Koutajar, que tout ceci, c'est une contribution au débat et que nous proposerons un chapeau général qui tiendra compte du travail qui a déjà été réalisé. C'est donc une initiative extrêmement importante et à cette initiative, je peux d'ores et déjà dire du côté européen qu'Angela Merkel et Gordon Brown sont naturellement d'accord avec la demande de cette réunion. Quand même, je me soucie que le pessimisme qui s'est abattu sur Copenhague jusqu'à hier soir, ou même jusqu'aujourd'hui, il y a peu d'heures, il peut se transformer dans l'optimisme de Copenhague si les leaders puissent avoir la maturité pour comprendre le but de la réunion que nous sommes en train de proposer. Vous qui suivez ces conférences internationales, vous savez comment elles ont lieu. C'est-à-dire nos experts, ils discutent au cours des mois, des années, et lorsque tout va bien, les leaders se retrouvent et ils donnent leur approbation. Mais quand ça ne marche pas, il faut que les gens qui ont été élus démocratiquement par le peuple de chaque pays, ils assument donc le poids et aussi les bénéfices des choses que nous allons faire. Il serait impardonnable pour l'humanité que nous, justement, nous gâchions Copenhague. Peu importe ce qui a eu lieu jusqu'à présent. Nous souhaitons mettre à profit tout ce qui a été produit de bon, de positif, et nous souhaitons
émettre un grand signal au monde de que nous allons être capables de construire une proposition qui puisse servir les intérêts de l'humanité et à l'intérieur de l'humanité qui puisse servir aussi les intérêts des pays les plus pauvres et qui, proportionnellement, chaque pays va assumer les responsabilités qui lui reviennent. Je pense que le Brésil et la France, qui avaient déjà prouvé ce souci dans le document signé par le président Sarkozy et par moi-même à Paris le mois dernier, le Brésil avait déjà pris une décision volontaire, et cette décision volontaire a été approuvée au Congrès du Brésil, donc c'est s'est transformé en loi. Individuellement, il y a beaucoup de pays qui essayent justement de faire chacun de sa façon pour répondre aux expectatives de son public interne. Je pense que cette proposition du président Sarkozy de tenir une réunion après le dîner, une réunion représentative des principaux interlocuteurs régionaux, ceci va permettre que nous puissions arriver demain à l'Assemblée avec une proposition capable d'être approuvée. C'est-à-dire, si nous n'avons pas la compétence de réunir les leaders et de prendre la décision, nous courons le risque d'être pris sur une photo comme les dirigeants qui ont été incompétents, incapables de s'occuper de la planète Terre, tandis qu'il était possible de s'en occuper. Il va y avoir un moment où il ne sera plus possible de le faire. Donc, je pense que la présence du président Sarkozy, des principaux leaders européens d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, au cours de ce dîner, ceci va permettre que nous réussissions à faire une réunion et que nous prenions la décision qu'il faut prendre. L'unique chose que nous avons l'obligation de ne pas permettre, c'est que Copenhague se transforme dans un échec. Que nous sortions d'ici encore pire de ce que nous sommes arrivés. Béatrice Adjage, RTL. Vous demandez tous les deux une réunion ce soir, mais un des principaux protagonistes, le président Obama, sera absent. Donc je voudrais savoir ce que vous pouvez en attendre à partir du moment où un des principaux points de crispation de cette conférence est le conflit qui oppose les États-Unis à la Chine. Et puis une deuxième question, si cette réunion n'a pas lieu, comme vous l'espérez, est-ce que pour vous ça veut dire que la conférence est fichue? Bon, d'abord, cette réunion aura lieu, et je ne vois pas quel pourrait être le prétexte qui ferait qu'on refuse au président brésilien, au président français, une réunion de travail à 22h30. Donc nous n'envisageons pas que cette réunion n'ait pas lieu. Deuxièmement, il se trouve que le président Lula a eu longuement au téléphone hier le président Obama et que je l'ai eu moi-même hier aussi au téléphone. Donc nous connaissons bien ses positions, les points sur lesquels nous demanderons au président Obama de faire un effort, mais je rappelle que les États-Unis d'Amérique sont représentés aussi par Mme Clinton, dont nous souhaitons tous les deux qu'elle soit présente à la réunion de ce soir. Et il ne s'agit d'ailleurs pas, pour la réunion de cette nuit, de tout décider, mais de préparer les bases d'un document qui sera voté et adopté, c'est ce que nous espérons, demain. Nous ne voulons prendre la place de personne, mais nous voulons faire le travail de préparation absolument indispensable, sans lequel il n'y aura pas un accord entre 192 délégations. Ça ne va pas s'inventer demain entre 9h du matin et 13h. Donc, les États-Unis sont représentés à haut niveau. Le président Lula et moi, nous avons eu longuement le président Obama hier. Il n'y a pas de problème. Bon. Mais enfin, si on devait commencer à travailler demain à 9h, il fallait nous prévenir. On serait venu demain à 9h moins le quart, alors. À moins que vous considériez que le fait qu'on soit là, c'était bien pour qu'on prenne un verre, M. Lula et moi. Remarquez, on peut. On n'aime pas forcément les mêmes boissons. Bon, est-ce qu'on a le droit de faire du travail quand même? Si on est là, c'est qu'on avait besoin de nous. Sinon, ce n'était pas la peine de venir.
Bon, quant à M. Lula, il est là depuis déjà mardi soir, je crois. Bon, le temps des bilatérales est passé. Maintenant, il faut faire du multilatéral pour avancer. Un point qu'il faut que vous compreniez. Il y a une chose qu'il faut comprendre. Au Brésil, il y avait un homme politique très connu qui disait qu'en politique, c'était comme un nuage. On regarde et d'une façon, d'une certaine façon, on regarde à nouveau et le nuage est complètement différent. Le fait que nous ayons des différences justifie l'existence même, notre existence même